Bienvenue dans la Montessori financière, le podcast pour les parents qui savent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour apprendre à gérer son argent. Ici, on accompagne nos enfants à voir l'argent pour ce qu'il est, un outil à comprendre, à manipuler, à expérimenter, pour prendre des décisions financières adaptées à leur vie future. Chaque semaine, je te guide pour introduire l'éducation financière simplement, avec des bases concrètes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. La majorité des mamans à qui je parle n'ont pas cette sensation de limiter les ambitions de leurs enfants. N'ont pas l'impression d'avoir des actions, des paroles qui puissent créer certaines croyances limitantes chez leurs enfants. Et peut-être que c'est ton cas, alors je te demande juste une seconde d'imaginer cette scène et de voir si c'est quelque chose qui t'est familier, qui est déjà arrivé avec l'un de tes enfants. Imagine que, je vais prendre l'exemple d'une fille parce que moi je n'ai que des filles et que c'est plus simple pour moi. Imagine que ta fille entre dans le salon, des étoiles plein les yeux avec un magazine en main et elle te dit « Maman, on regarde ce sac, il est trop beau, je veux l'acheter. » Tu regardes le prix, ça fait 200 €, allez, partons pour 500 €, quelque chose qui, à tes yeux, ton cerveau de parente, en tout cas, se met en alerte. Tu calcules vite fait, elle gagne à peu près 20 € par semaine, ça veut dire que ça lui prendrait à peu près 25 semaines, soit 6 mois pour rassembler ces 500 €. Et ça, c'est vraiment en utilisant son argent exclusivement pour ça. Et instinctivement, tu réponds avec toute la bienveillance, la gentillesse, mais aussi de la prudence. C'est super joli, mais peut-être que tu devrais choisir quelque chose d'un peu moins cher. Peut-être qu'on peut commencer par plus petit et après voir si tu peux te permettre d'acheter quelque chose qui coûte ce prix-là. Parce que là, tu vas devoir économiser super longtemps, tu sais, ça risque de prendre du temps et on ne sait pas ce qui peut se passer entre-temps. Et à ce moment-là, tu crois l'aider à garder les pieds sur terre. Tu crois que tu lui épargnes la frustration de ne pas arriver à atteindre cet objectif. Mais ce que tu viens de faire, sans le vouloir, c'est de planter une petite graine d'auto-limitation dans son esprit. Une petite voix dans sa tête qui va lui dire « Ce que je veux est trop grand pour moi. Je devrais viser un peu plus bas ou je ne suis pas capable d'y arriver. » Et c'est là qu'on entre dans le cœur de l'éducation émotionnelle et identitaire. Parce qu'entre 6 et 12 ans, ton enfant est dans une période cruciale de construction de soi. Et tout ce que tu lui dis, ou ne dis pas d'ailleurs, s'accumule dans son rapport à l'effort, à la frustration, à l'audace et au doute. D'ailleurs, selon Erik Erikson, qui est un psychanalyste germano-américain et aussi psychologue du développement, il est l'auteur d'une théorie du développement psychosocial de l'enfant qui repose, selon lui, sur 8 stades psychosociaux successifs. Ça veut dire que pour lui, entre 6 et 12 ans, l'enfant traverse ce qu'il appelle le 4e stade du développement psychosocial. Autrement dit, soit ils se sentent capables d'agir, de produire et de construire, et souvent à grande échelle, soit ils développent une sensation de ne pas être à la hauteur, d'être nuls. Et chaque action qu'ils entreprennent à cet âge-là, que ce soit dessiner, lire, écrire un texte, faire un gâteau, économiser pour un projet, tout ça, c'est un test inconscient. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que je suis compétent? Est-ce que ce que je fais a de la valeur? Et ce qu'ils entendent en retour va confirmer ou alors détruire cette croyance qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc, quand ton enfant te dit « je veux acheter ce sac à 500 € » et que toi, tu réponds « ça va être un petit peu compliqué, ça va être long, est-ce que tu veux pas prendre un objectif qui soit un peu moins grand au départ ?» alors même qu'il ne t'a pas demandé ton aide, eh bien, tu envoies un message qui, accumulé dans le temps, peut construire l'idée de « je rêve trop », je ne suis pas capable ou ce n'est pas pour moi. Et plus tu le fais souvent, plus l'effet d'accumulation va jouer contre lui. À ce moment-là, tu ne l'as pas rabaissé, en tout cas, tu ne l'as pas fait volontairement. N'empêche que les paroles que tu auras données vont l'entraîner semaine après semaine à douter d'elle-même. D'ailleurs, Maria Montessori insiste beaucoup sur le développement du jugement personnel à cet âge-là. Entre 6 et 12 ans, l'enfant veut comprendre le monde qui l'entoure, les règles du vivre ensemble, le fonctionnement de l'argent, les conséquences de ses décisions, les lois sociales et surtout, comment trouver sa place dans tout ça. Elle appelle ça l'éducation cosmique, c'est-à-dire que tout est interconnecté. Et dans ce grand puzzle qu'est la vie, l'enfant va chercher comment
lui, il contribue? Est-ce que ses idées sont valables? Est-ce que ses décisions sont écoutées? Donc, même si ta fille veut ce sac, ce n'est pas juste une envie matérielle. C'est aussi, est-ce que je peux mener un projet jusqu'au bout? Est-ce que je peux décider quelque chose par moi-même? Est-ce que je suis entendue dans mes désirs, même s'ils sont ambitieux? Et ta réponse devient un message éducatif. Tu peux l'encourager dans sa planification, même si, au final, elle n'achète pas le sac. Tu peux la guider pour poser les étapes, comment épargner, en combien de temps, est-ce qu'elle veut compléter ou pas par une activité qui est rémunérée. Et là, tu nourris son besoin de maîtrise, tu la rends actrice, tu valides son idée sans la juger. Tu ne dis pas oui, tu ne dis pas non, tu dis tout simplement construisons ensemble un plan pour y arriver. Il y a des recherches en psychologie du développement, notamment celle de Carol Dweck et le concept du mindset, qui confirme que quand l'enfant est valorisé dans son effort, il développe un esprit de croissance, c'est-à-dire qu'il se dit simplement « je peux progresser ». Et quand il est valorisé dans son résultat ou freiné dans son ambition, il opte pour un esprit qui est plutôt fixe, c'est-à-dire « je suis bon » ou « je ne suis pas bon ». Et chaque action parentale que tu auras va alimenter une boucle de croissance, de croyance. Et cette boucle, tu la construis maintenant, même sans t'en rendre compte. Concrètement, ce que tu peux retenir, c'est que quand ton enfant exprime une envie qui est ambitieuse, arrête-toi une seconde et prends le temps avant de réfléchir et de sortir, c'est trop cher. Demande-lui qu'est-ce qui lui plaît dans le sac. Est-ce que tu as une idée de comment arriver à atteindre ton objectif d'achat? Est-ce que tu veux qu'on réfléchisse ensemble à un plan? Et si elle abandonne en cours de route, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est le chemin, le raisonnement, la planification et la confiance qu'elle a en elle-même. Parce qu'en lui laissant rêver grand, tu lui apprends que les grandes choses prennent du temps, qu'elle est capable de planifier, qu'elle peut rêver et agir en conséquence pour que ses rêves puissent devenir réalité. Et tu lui apprends aussi qu'elle n'est pas obligée de viser petit pour pouvoir être aimée ou respectée. Et dans tout ça, l'apprentissage par l'expérimentation a toute son importance. C'est-à-dire que l'enfant va apprendre en expérimentant, en se trompant, en ajustant et en recommençant. Par contre, quand tu dis que c'est trop cher, tu vas empêcher l'enfant d'expérimenter par lui-même. Le temps, l'effort et le chemin vers son objectif financier. Alors que si elle expérimente, même si elle va expérimenter l'échec, eh bien, ça fait partie de son apprentissage de la gestion financière. De plus, l'effet Pygmalion va décrire comment les attentes que nous avons sur quelqu'un, donc sur nos enfants, vont influencer son comportement et ses résultats. Donc, si tu penses que ton enfant ne pourra jamais atteindre un objectif qui est trop élevé, il va finir par s'aligner sur cette attente, même si peut-être qu'il en était capable. Alors, ce n'est pas ton rôle de lui couper les ailes. Tu n'as pas besoin d'être la maman qui va lui mettre des barrières ou essayer de la ramener un peu plus à la réalité alors que ta fille a envie de rêver grand. Sois celle qui lui ouvre les portes et qui dit « Ok, tu veux ça? Voyons comment on peut y arriver. » Sois celle qui demande quelles seraient les étapes pour arriver à atteindre ton objectif. Est-ce que tu as une idée de combien de temps ça prendrait? Ou alors, et si on mettait un plan, un tableau, une routine en place pour s'assurer que tu as atteint ton objectif? Parce que les limites, elle les rencontrera toute seule. Elle verra sans doute que c'est plus long que prévu. Elle verra sans doute que ça demande de la patience. Elle verra que certains projets ne se réalisent pas toujours. Mais dans tout ça, elle aura appris à structurer un plan, à reporter un objectif, à ajuster un rêve sans pour autant l'abandonner, et c'est exactement ce qu'on veut. Des études comme celle de Jacqueline Eccles montrent que les attentes des parents influencent directement les aspirations sociales et professionnelles des enfants, notamment chez les filles. Quand les parents perçoivent un objectif comme trop grand, l'enfant va adopter une vision plus modeste de ses propres capacités. Alors que plus tu laisses ton enfant rêver, viser haut et essayer d'atteindre son objectif, plus tu encourages la construction d'un esprit qui soit critique et entrepreneurial. Plus tu vas encadrer ses objectifs sans les couper, plus tu l'aides à développer son intelligence financière à long terme. Ça m'amène au principe de l'auto-efficacité tel que l'a abordé le psychologue canadien Albert Bandura. Il disait qu'en clair, plus un individu croit qu'il est capable de réussir une tâche, plus il est motivé à persévérer, même en cas de difficulté et d'échec. C'est le principe de l'auto-efficacité. Donc, si tu entends ton enfant dire qu'il veut acheter quelque chose à 500 €, même s'il ne sait pas encore exactement comment y arriver, le fait que tu crois en lui va renforcer sa capacité à tenir, à chercher et à s'adapter. Mais si tu lui dis c'est un peu compliqué ou ça risque d'être très long pour toi, tu vas saper sa perception de ses capacités encore une fois. Alors avec sa théorie de l'auto-efficacité, Albert Bandura a montré que plus un individu croit qu'il est capable de réussir une tâche, plus il est susceptible
de persévérer même face à la difficulté. Et c'est là que j'en reviens au fait que nous, en tant que parents, nous sommes vecteurs de croyances limitantes pour nos enfants, même si on n'en est pas capable, on n'en est pas conscient, mais ça se produit. C'est-à-dire que si ta première réaction, c'est de freiner son ambition, c'est peut-être que toi-même, tu n'oses plus trop rêver trop grand. Peut-être parce qu'on t'a appris qu'il fallait être raisonnable, ne pas viser trop haut, ne pas demander trop, ou alors être déjà satisfaite de ce que tu as déjà. Mais aujourd'hui, on peut faire différemment. On peut élever des enfants, et surtout des filles, qui visent haut, qui n'ont pas honte de vouloir de grandes choses et qui ne demandent pas la permission pour rêver. Même si tu sais que ce n'est pas possible aujourd'hui, qu'elle n'aura sans doute pas de résultat de suite, laisse-la essayer. Oui, tu sais que si elle gagne 20 € par semaine, elle ne pourra pas s'acheter son sac dans les 2 semaines qui viennent. Mais laisse-la faire des calculs, laisse-la expérimenter la frustration et laisse-la constater la lenteur, la complexité et l'effort que ça lui demande parce que c'est ça, apprendre. Ce n'est pas atteindre l'objectif, c'est comprendre le chemin pour y arriver et recommencer ou trouver une autre manière d'y arriver si jamais on n'y arrive pas du premier coup. Ce n'est absolument pas de réussir tout de suite, c'est plutôt intégrer comment on ajuste quand tout ne se passe pas comme prévu. Si elle abandonne, encore une fois, ce n'est pas un échec, ça reste un apprentissage. S'il fallait que tu retiennes quelques points de cet épisode, ce serait surtout que plus tu laisses ton enfant rêver, viser haut et essayer, plus tu encourages la construction de son esprit critique et entrepreneurial. Plus tu encadres ses objectifs sans les couper, plus tu l'aides à développer son intelligence financière à long terme. Et ce que tu dis devient ce qu'il va croire. Et ce qu'il croit devient ce qu'il va oser faire ou pas. Alors, la prochaine fois que ton enfant, et particulièrement ta fille, te parle d'un rêve, d'un projet qui te semble fou, inatteignable ou alors excessif, ne réagis pas tout de suite. N'essaie pas de suite de la ramener à la réalité qui te semble à toi concevable. Écoute, observe, encourage, mets un plan en place si elle en a besoin et surtout si elle te demande ton aide. Tu n'as pas besoin d'être le frein, tu ne dois surtout pas l'être. Sois plutôt le cadre, l'accompagnante, la maman qui y croit, même un peu, même à distance, que le grand rêve de sa fille est réalisable. Elle va douter, elle va freiner, elle va hésiter, mais elle a besoin que toi, tu restes un point stable, un repère où elle peut revenir, où elle sera toujours soutenue, accompagnée, aidée. Et si un jour elle y arrive, ce ne sera pas parce que tu l'as raisonné, ce sera parce que tu l'auras laissé croire que c'était possible. C'est déjà fini. Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu n'en vois pas l'intérêt, sache qu'en plus d'être informé de chaque nouvel épisode, tu contribues au succès de ce podcast. Plus il y aura de mamans impliquées comme toi dans l'éducation financière de leurs enfants, plus nous aurons des enfants capables de réfléchir, décider et agir avec l'argent de manière stratégique et intentionnelle. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, rejoins-moi sur Instagram sur la Montessori financière.